Un podcast ici. Mais je comprends pas, ma sœur, elle dormait quand il y a eu le feu. Et cette femme de la police me répond bah non, il a mis le feu sur elle. Il la met à terre, il la bat très violemment et ensuite il l'immole vivante. Le jour du drame, j'avais 7 ans. Je vois mon père en train vraiment de crier. Il était presque hystérique, j'avais l'impression. J'avais jamais vu cette facette de lui. Elle était en boucle sur il voulait nous suicider, il voulait nous suicider. Le 22 septembre 2017, vers 22h, un terrible incendie se déclare au dernier étage d'un immeuble du Plessis-Robinson, en banlieue parisienne. C'est un appartement du 4e étage qui brûle dans une des bars du quartier du Pierrier. Dans les étages inférieurs, des voisins sont alertés par des cris d'enfants prévenant qu'il y a le feu. Ils appellent les pompiers, mais sans attendre leur arrivée, ils montent les étages 4 à 4, défoncent la porte d'entrée de l'appartement. À l'intérieur, l'incendie est très violent, la chaleur accablante, la fumée irrespirable. Malgré tout, les voisins évacuent une fillette. Elle s'appelle Chloé, elle a 7 ans. Elle est miraculeusement saine et sauve. Quand les secours arrivent, il y a encore 2 personnes dans l'appartement. Un homme, gravement brûlé, et une femme agonisante. Elle est allongée au sol, son corps entier est en feu. Ce sont les parents de Chloé, Christophe Jalajas et Guylaine Boucher, un couple discret, poli, qui vit ici depuis quelques années. Mon père était plutôt gentil avec moi. Il me grondait quelquefois, mais bon, ça c'est compréhensible. C'est pas forcément facile de s'occuper d'un enfant. Mais sinon, des fois il s'embrouillait avec ma mère et c'était pas très joyeux. Quand elle lui dit « je pars », pour lui c'est fini, c'est son monde qui s'écroule. Et voilà, plutôt que de la laisser partir, il la préfère morte. Je suis Faustine Mohéran, je suis journaliste à Ici Paris Île-de-France depuis 6 ans et j'ai couvert le procès de Christophe Jalajas. Ce n'est pas mon premier procès en tant que journaliste, loin de là, mais c'est le premier féminicide que j'ai couvert. Et plusieurs années plus tard, je garde encore en tête la force incroyable de la sœur de la victime au tribunal. Elle s'appelle Sandrine Boucher. Je me souviens sa sagesse dans le deuil, son souci perpétuel de protéger Chloé, cette petite fille qui a tout vu et tout perdu en une soirée. Pour ce podcast, Sandrine et Chloé ont accepté de témoigner. C'est leur histoire que je vais vous raconter. Crimes et témoignages. Des histoires vraies de faits divers. Féminicide de Guylaine Boucher, brûlée vive sous les yeux de sa fille. L'histoire de Guylaine Boucher et Christophe Jalajas commence en 2007. Ils se rencontrent en discothèque totalement par hasard. Christophe a 30 ans, il est technicien dans l'industrie. Guylaine est plus jeune, elle a 24 ans. À l'époque, elle garde des enfants. Ils tombent amoureux et se lancent dans la vie à 2 au bout d'1 an de relation. Ils s'installent ensemble dans son quartier d'enfance à lui. On est à 10 km de Paris, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue. Ici, pas de métro, mais un tramway, des bus. Le RER, seule ligne directe pour la capitale, est à 30 minutes à pied. C'est un quartier résidentiel très banal de région parisienne. Alors moi, je suis Sandrine Boucher et Guylaine était ma petite sœur. Guylaine est quelqu'un de très joyeux, de solaire, mais depuis toute petite. Moi, j'ai fait un peu la petite maman avec elle, puisqu'on avait 9 ans d'écart. Elle a toujours été très rigolote. Le mot qui me vient le plus simplement, c'est solaire. Les 2 sœurs sont très proches. Alors quand elle rencontre Christophe, Guylaine présente très vite son nouvel amoureux à sa famille. C'est quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, mais quand je l'ai rencontré, j'ai mis ça sur le fait que nous, comme on est une fratrie de 4, on est très très proches les uns des autres. Et c'est un peu dur de rentrer dans notre bulle. Mon conjoint même, il a du mal parfois à rentrer dans notre bulle parce que on a fait plein de bêtises quand on était jeune, plein de bêtises d'enfants, qu'on se remémore, on en rigole. Et du coup, j'avais pris cette distance-là un peu pour du mal à s'intégrer. En août 2010, pour le plus grand bonheur de Guylaine, la famille s'agrandit avec la naissance de la petite Chloé. Chloé, c'est vraiment le bébé de sa maman elle l'a désiré depuis très longtemps. De ce que je sais, son géniteur n'était pas forcément OK avec la grossesse, mais il l'accueille quand même correctement. Voilà, mais c'était vraiment
Je disais souvent à ma sœur qu'elle la mettait un peu trop sous une cloche, dans une bulle, et qu'elle la laissait pas forcément grandir. Mais voilà, c'était un bébé rigolo, une petite fille normale. Elle est petite boulotte avec des lunettes, les cheveux longs, mais voilà, très rigolote et très bavarde. Elle a la joie de vivre de sa maman et Chloé, c'était une petite fille et c'est une jeune fille qui prend énormément de place, qui a besoin d'exister, qui a besoin qu'on sache qu'elle est là. Ok, j'espère juste que mon mascara va pas couler. J'ai eu plusieurs bons souvenirs de mes parents. Faut dire qu'ils étaient souvent très gentils avec moi, mais bon, j'ai aussi des souvenirs où je me faisais gronder parce que bon, je faisais pas mal de bêtises. Cette voix fluette mais rieuse, vous l'aurez compris, c'est celle de Chloé, la fille de Guylaine et Christophe. Elle a 14 ans au moment où on enregistre cet épisode. Elle vient de passer son brevet blanc. C'est une ado coquette comme toutes les ados, un poil timide. C'est la première fois que je rencontre Chloé. Je la trouve joviale, mais aussi déterminée dans sa démarche. Je sens que c'est important pour elle de raconter l'histoire de sa mère. C'est une jeune fille extrêmement mature, vous allez voir. Avec ma mère, j'avais, on va dire, une relation... on était très très proches. Elle m'aidait avec mes devoirs, ça, voilà, c'était elle qui m'aidait le plus. Sinon, c'est elle aussi qui me grondait le plus. Mon père était plutôt gentil avec moi. Il me grondait quelquefois. Quand j'avais du temps libre, j'étais plus avec mon père et puis juste en bas de chez moi, on va dire, il y avait un stade. Et du coup, à chaque fois, j'allais faire du vélo et tout pour m'entraîner parce qu'à la base, j'étais toujours avec les petites roulettes à côté de la roue arrière. Les premières années, la vie de la petite famille ressemble à celle de toutes les autres. Guylaine adore sa fille et la couve. Christophe aime faire de la mécanique le week-end. Le reste du temps, il travaille tôt le matin, mais rentre du boulot en milieu d'après-midi. Alors il est très présent, il est à la sortie de l'école tous les jours. Il fait le dîner car Guylaine, elle, a changé de métier. Elle est désormais vendeuse en boulangerie et travaille jusqu'à 21h. Mais dans l'intimité, le couple n'est pas très heureux. En présence de son conjoint, la jeune femme est comme éteinte. Sa famille peine à reconnaître la Guylaine solaire de d'habitude. Il faut dire qu'il la critique beaucoup, sur son poids, sa façon de s'habiller, ses amis, sa façon d'élever la petite aussi. C'était un papa, somme toute classique, mais un peu rigide. Il fallait toujours qu'elle soit impeccable, mais que toute la famille soit impeccable. En réalité, les voisins m'ont souvent dit que même pour promener le chien, c'était pas en jogging. Il fallait être habillé, maquillé. Et je me souviens d'une sortie dans un jardin où nous, avec mon autre sœur, on a des enfants. On propose une glace aux enfants, il fait beau, et Chloé n'a pas le droit à cette glace. Et on s'offusque en disant, mais c'est pas possible d'acheter une glace pour des enfants et pas pour l'autre. Donc on achète quand même la glace, et ce qui devait arriver arriva. Chloé se fait une énorme tache sur la robe, et là ça a été le scandale pas possible. Il a fallu s'arrêter dans une pharmacie, acheter des lingettes pour la nettoyer, parce que c'était une enfant de 6 ans. Donc voilà, très rigide. Petit à petit, le couple s'étiole. La distance grandit. Guylaine manque de tendresse, de gestes et de preuves d'amour. Alors un jour, elle trouve du réconfort dans les bras d'un autre. Elle entame une relation avec un client de la boulangerie où elle travaille. Guylaine attend le mariage depuis très longtemps, qu'il ne le fait pas parce que ça coûte de l'argent. Et du coup, elle ne croit plus à ses paroles. Et je pense qu'effectivement, quand on rencontre quelqu'un d'autre, les premiers émois d'une nouvelle relation font qu'on a des petits papiers dans le ventre. C'est toujours mieux qu'une relation qu'à 10 ans. Elle nous en a parlé fin août 2017 pour nous dire qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle envisageait de quitter son compagnon de l'époque. Mais elle a besoin de sécuriser, en fait. Donc c'est pour ça qu'elle lui dit pas. Parce que elle veut se trouver un appartement. Sa plus grande peur, c'est qu'il lui enlève Chloé. Et pour pas qu'il lui enlève Chloé, elle ne le dit pas. Elle n'annonce pas tout de suite la séparation. Elle fait des démarches, elle va à la mairie, elle va voir des assistantes sociales pour avoir un appartement, pour pouvoir partir sereinement. Finalement, Christophe finit par tout apprendre. Il reçoit un texto anonyme. « T'es cocu, mec », lui annonce le corbeau. Ce corbeau, c'est le compagnon de la meilleure amie de Guylaine. Le mal est fait. Christophe veut tout comprendre, obtenir des informations. Je crois que c'était une journée, je rentrais de l'école justement, mes parents étaient venus me chercher. Et puis je me souviens que, en fait, sur le chemin, on avait croisé l'amant de ma mère. Et je sais pas, mon père était allé lui parler, je sais pas de quoi ils ont parlé, mais bon, en tout cas, il était pas de bonne humeur du tout.
Quand il découvre qu'il y a quelqu'un d'autre, pour lui, c'est la trahison. Et les 2 dernières semaines qui suivent sont extrêmement tendues. Donc, je pense qu'il était petit à petit en train de basculer, quoi. Il la menaçait pas du tout, elle. Mais par contre, il faisait beaucoup de chantage au suicide. Donc, elle veut pas être à l'origine de la mort du père de son enfant. Et c'est pour ça qu'elle prend beaucoup de temps pour partir. Et je pense qu'elle a pris trop de temps pour partir. Elle a laissé la situation se dégrader trop longtemps. Pendant ces 2 semaines, Christophe perd le contrôle. Il tente par tous les moyens de retenir Guylaine. Pour lui, il est inconcevable qu'elle le quitte. Nous sommes le 22 septembre 2017. Il est 21h. Christophe décide d'aller chercher Guylaine directement à la sortie de son travail, à la boulangerie. C'est une habitude qu'il a depuis un moment. Parfois, il laisse Chloé à la maison. Elle dort déjà, d'habitude, à cette heure-là. Mais ce soir du 22 septembre, il prend sa fille de 7 ans avec lui pour se rendre à la boulangerie. Quand ils sont rentrés, Chloé n'avait pas dîné, alors qu'il était 21h30. Il avait bu de l'alcool. Et Guylaine s'est fâchée parce que la petite n'avait pas dîné et qu'il était tard. Du coup, ça a commencé à s'envenimer. Elle a dit à Chloé, tu prends tes affaires, on s'en va. Elle devait aller donc chez sa meilleure amie. Sur le lit, il y a les affaires, elle était en train de préparer sa valise. Et il la laisse pas partir. Alors au départ, il lui dit de partir, mais qu'elle laisse la petite. Et pour elle, c'est hors de question. Et il la met dehors. Elle re-rentre pour prendre son manteau. Et là, c'est foutu. Ce soir-là, je suis dans ma chambre et je commence à entendre mes 2 parents crier, se disputer. Je viens voir ce qui se passe après tous ces bruits parce que j'étais un peu inquiète et puis il était aussi un peu tard. Donc quand j'arrive dans le salon, je vois mon père en train vraiment de crier. Il était presque hystérique, j'avais l'impression. J'avais jamais vu cette facette de lui. Et d'un moment, je le vois, il met ma mère à terre, il lui a frappé le visage. Moi, vraiment, j'ai essayé de lui dire d'arrêter parce que je voulais pas voir ça. Mon père, il était allé chercher une bouteille d'essence, je sais plus, mais en tout cas d'un liquide inflammable. Et puis après, il l'a versé sur ma mère et quand elle a essayé de s'enfuir, il l'a allumé avec un briquet. Il suffit d'une fraction de seconde. Le salon familial s'embrase immédiatement. Même les voisins entendent le blast, le souffle de l'incendie qui démarre. Attisés par l'essence, les flammes courent partout, la chaleur monte extrêmement vite. Chloé se réfugie comme elle peut dans sa chambre, au bout du couloir, au fond de l'appartement. En fait, j'avais un lit, une mezzanine. Et moi, je savais pas que la fumée, ça remontait, les gaz toxiques et tout. Mais moi, du coup, j'étais là pour être sûre que si jamais le feu il venait dans ma chambre, j'allais pas être brûlée. Mais bon, après, j'ai du mal à respirer. Du coup, j'essaie d'ouvrir la fenêtre. Bon, j'y arrive pas. Après, je voyais mon père, il court dans la chambre, il ouvre la fenêtre, il est en feu. C'était une scène vraiment... J'avais jamais vu ça, du coup. Et du coup, je prends mon courage. Je vais vraiment sur le mini-balcon de ma chambre. Et je prends le temps de bien respirer, de bien reprendre, on va dire, en fait, mon souffle, parce que justement, j'avais du mal à respirer. Et je crie « Appelez les pompiers, il y a le feu ». Alertés par les bruits de la dispute, de l'incendie, par les cris, des voisins finissent par monter. Ils frappent à la porte et l'enfoncent. Tout près de l'entrée, Guylaine est toujours à terre, en feu. Elle trouve quand même la force de parler. Elle supplie les voisins de prendre sa fille. Au fond de l'appartement, la chambre de Chloé est à son tour gagnée par les flammes. Alors la fillette reprend le couloir. Elle se précipite. Sur son passage, au plafond, une ampoule explose sous l'effet de la chaleur. Les voisins récupèrent l'enfant et l'extirpent de l'appartement. C'est une voisine qui la recueille chez elle. Elle m'a gardé le temps que les pompiers arrivent. Justement, elle avait aussi une fille, on a un peu parlé, tout ça. Vraiment, j'essayais de virer tout ce que je venais de voir de ma tête. Et puis, bon, y a quand même un truc que, sur le moment qui m'avait marqué, je m'étais brûlé le pouce. Du coup, les pompiers arrivent, on fait évacuer tout le bâtiment parce qu'on ne sait pas si ça va exploser ou pas. Quand j'entre dans le camion, je vais avec un masque justement pour que je puisse respirer, un masque d'oxygène et tout. On me dit de pas m'endormir, sauf que moi j'étais fatiguée, il était assez tard je crois quand même. Et puis j'avais pas mangé non plus.
Tous ces détails extrêmement précis, la petite fille les raconte immédiatement à ceux qui l'interrogent dans les heures qui suivent. Il faut bien comprendre qu'au moment du drame, Chloé est la seule témoin oculaire. Son témoignage est donc crucial dans cette affaire. Elle raconte d'abord aux voisins qui la recueillent après l'incendie. À ce moment-là, la petite fille est en boucle. Elle répète « Il voulait nous suicider, il voulait nous suicider ». Puis aux enquêteurs. Mais ça, Chloé ne s'en souvient plus aujourd'hui. Rappelez-vous, elle a seulement 7 ans au moment des faits. Ce soir du 22 septembre 2017, Chloé, Guylaine et Christophe sont transférés dans 3 hôpitaux différents de la région parisienne. Les familles sont prévenues au compte-gouttes. Celle de Christophe, dont plusieurs membres vivent dans le même quartier, et Sandrine, la sœur de Guylaine, qui, elle, apprend l'incendie le lendemain seulement. Mais moi, à ce moment-là, je pense à un incendie domestique. Je suis à 1000 lieues de penser qu'il a pu attenter à la vie de ma sœur. Et du coup, là, je suis complètement dissociée. J'ai l'impression d'être en état de sidération. À ce moment-là, je me rends même pas compte de l'acte. J'ai espoir que ma sœur s'en sorte. Donc la première chose que je fais quand je sors de la police judiciaire, c'est que je vais à l'hôpital où il y a Guylaine. Je sais que Chloé, elle a rien. Elle a eu un masque d'oxygène pour la nuit. Je sais qu'elle a son oncle et sa tante avec elle. Donc je me dis, c'est pas la priorité c'est Guylaine. Donc je vais à l'hôpital où il y a Guylaine et là on nous ment pas, on nous reçoit avant de la voir. On nous dit qu'elle va mourir. On nous dit qu'on se demande même comment ça se fait qu'elle est encore vivante. Parce qu'elle est brûlée à 92%. Ensuite, on nous fait rentrer dans sa chambre d'hôpital. Et c'est une momie. On aurait pu me montrer mon voisin de palier, c'était pareil. Je ne savais pas que c'était ma sœur. Le seul truc qui me dit que c'est ma sœur, c'est qu'il y a une infirmière qui me donne un petit bocal avec une de ses boucles d'oreilles en forme d'étoile. Il n'en reste plus qu'une. Et elle me dit, on a récupéré ça sur votre sœur. Et là, c'est super dur parce que ma mère, elle lui dit de se battre. Elle lui dit qu'il faut qu'elle reste pour sa petite fille. Et ensuite, ma mère sort. Et moi, je sais qu'elle va mourir. Et moi, je lui dis de partir. Parce que je sais qu'elle va partir de toute façon, il n'y a rien à faire. Et je lui dis de partir, par contre, je lui fais des promesses. Et je lui dis qu'elle peut partir en paix. Je lui dis que je prendrai soin de sa fille. Et je lui dis qu'il paiera ce qu'il lui a fait. Guylaine a 34 ans. Elle décède le dimanche matin. Sandrine tient sa promesse. Elle rejoint immédiatement sa nièce, Chloé, toujours hospitalisée dans un autre établissement. Je retrouve une petite fille qui n'a pas conscience en fait de ce qui s'est passé. Vraiment qui n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Elle va à la salle de jeu, elle rigole, elle pleure pas. Je pense que son cerveau s'est mis en sécurité en fait. Parce qu'à 7 ans, c'est pas normal de perdre ses parents. On doit lui apprendre le décès de sa maman, puisqu'elle est décédée le dimanche matin. Et je me rappelle dans le bureau de la psychologue où je lui dis que maman n'est plus là, qu'elle est partie au ciel. Aucune réaction. Et je lui dis qu'elle a le droit d'être en colère, je lui dis qu'elle a le droit de pleurer. Et effectivement, elle me dit, mais je veux pas vous faire de la peine. Parce qu'elle voit que nous on pleure, évidemment. Hein. Et tout le temps de son hospitalisation, elle pleurera pas. Aux obsèques, elle pleurera pas. C'est à l'hôpital, dans sa chambre, que Chloé est auditionnée par 2 policiers. Pour la première et dernière fois. Elle est interrogée dans le cadre d'une audition Mélanie. C'est une audition adaptée pour les mineurs victimes et filmée pour être rediffusée au procès. Ça évite à l'enfant de venir à la barre. Là, elle raconte tout dans les détails. Aucune place au doute. Elle explique et elle montre le geste que son père a fait, le geste vraiment d'asperger l'essence. Et les expertises disent qu'elle était imbibée d'essence jusqu'au soutien-gorge. Un enfant de 7 ans ne peut pas dire « mon père, il a mis le feu sur ma mère » s'il ne l'a pas vécu. Nous sommes en janvier 2020, au tribunal de Nanterre, près de Paris. Dans la salle d'audience de la cour d'assises, je fais partie des journalistes qui viennent couvrir les 5 jours du procès. On est en plein hiver. Pendant une semaine, je pars de chez moi avant le lever du jour pour être au tribunal à 9h et prendre une place au fond de la salle où je pourrais prendre mes notes sur mes genoux. Tous les soirs, je rentre à la rédaction à la nuit tombée pour raconter.
Raconter le malaise de la salle quand Christophe Jalajas entre pour la première fois dans le box des accusés. Christophe Jalajas est alors emmitouflé dans un t-shirt de contention pour grand brûlé. Ses manches le compriment presque jusqu'au bout des doigts, comme des mitaines. Le col monte haut sur son cou. Il est debout, il se tient droit, et ça, Sandrine s'en souvient elle aussi. Je ressens du dégoût. Je m'étais fait une image de lui, ça va peut-être faire rigoler, mais je le pensais comme Freddy Krueger, tout brûlé de partout. Et en fait, je me dis, il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce que il n'a pas de canne, rien. Il a essayé avec son avocate de nous amadouer en disant mais montrez, monsieur, vos cicatrices. Mais c'est lui qui se les a infligées, en fait. C'est personne d'autre. Donc, non, moi, j'ai que du dégoût pour lui. Et ce dégoût s'accentue au fil des jours qui passent, puisqu'il ne fait que chouiner dans son box. Il chouine sur son propre sort. Il pleure. Il pleure, il a les mains, il a son visage dans ses mains, il ne nous regarde pas, il assume pas. Voilà, c'était un accident. Il nous dit que sa fille lui manque depuis 800 et quelques jours. Ce à quoi mon avocat a répondu que ma sœur nous manque aussi depuis 800 quelques jours et qu'on ne la reverra jamais. Et pour moi, il est indécent. Il est 8h sur France Bleu Paris à la une de l'info ce matin. L'auteur d'un féminicide par le feu en 2017 au Plessis-Robinson parle enfin. Après 3 jours de procès aux assises de Nanterre, l'accusé qui refusait jusque-là d'expliquer son geste a donc fini par craquer, Faustine Moueran. Il a fallu 4 heures de questions générales sur leur couple, leur vie de famille, de questions très précises aussi. Vous avez voulu tuer Guylaine ? C'est un drame indésirable, catastrophique, répète-t-il. L'avocat de la famille lit un extrait du journal intime de leur fille. Elle a 9 ans aujourd'hui et parle de son papa meurtrier. Dites la vérité pour elle, au moins. Plusieurs fois, on pense qu'il va craquer, mais il se cache toujours derrière ces « je ne sais pas, je ne comprends pas moi-même ». Tout le monde perd patience dans la salle, même son avocat, qui finit par gronder. On dirait que ça vous passe au-dessus. Quand Guylaine est par terre en feu, elle vous dit quoi ? Elle me dit « t'es un connard », répond-il. « Vous voulez rester un connard ? Non. Alors expliquez-vous maintenant, de A à Z. » Et Christophe finit par lâcher. « Je ne pouvais pas accepter qu'elle s'en aille avec ma fille. J'ai complètement disjoncté, je n'avais pas dormi depuis 20 jours, je n'étais pas moi-même. Je pense que j'ai mis plusieurs coups, mais je ne sais pas combien. Je peux dire le maximum, mais je ne peux pas inventer. » Pour la famille de Guylaine, ce n'est pas suffisant. Plusieurs fois, les frères et sœurs quittent la salle, excédés. Ils attendent plus que ça, peut-être mercredi à la fin du procès. Durant tout le procès, Christophe Jalajas nie avoir voulu tuer Guylaine. Sa stratégie de défense ne change pas. C'est un accident. Il a voulu faire peur à Guylaine en la menaçant avec une bouteille d'essence et un briquet pour qu'elle ne le quitte pas. Très vite, je comprends qu'il ne nous donnera pas d'explication et qu'il est dans le déni. Et je pense que c'est psychique. Je pense que s'il avoue, il s'écroule. Donc il ne peut pas avouer, en fait. Il ne peut pas avouer qu'il l'a tuée parce qu'elle voulait partir. En réalité, le comportement victimaire et la défense de Christophe Jalajas agacent même le président du tribunal et les jurés. Ça se sent jusqu'aux dernières minutes du procès. Tous le somment de parler, le poussent à avouer son crime, à expliquer son geste. Mais l'accusé reste dans sa posture d'homme trahi. Pour ce podcast, j'ai retrouvé mes notes rédigées lors du procès. Je me rappelle que derrière la vitre de son box, Christophe répète « Guylaine était tout pour moi ». Je pensais que notre relation était basée sur l'amour, la sincérité. J'ai été très surpris par cette trahison, très surpris qu'elle ait quelqu'un d'autre. Sur les coups qu'il donne à Guylaine, le rapport du médecin légiste est formel. Elle a été passée à tabac. Mais Christophe ne se souvient pas. Je ne comprends pas moi-même, dit-il à la cour. Sur l'essence qui a imbibé jusqu'au soutien-gorge de Guylaine, c'est les experts qui le confirment. Il répond qu'il ne s'agit que d'éclaboussures. À force de persévérance, le tribunal lui arrache enfin quelques bribes de vérité. Je n'ai pas supporté qu'elle parte avec ma fille. J'ai complètement disjoncté, mais c'est trop tard. Après 5 jours de procès, la cour condamne Christophe Jalajas à 20 ans de prison. Moi, du coup, à 9 ans, je savais que c'était pour que mon père se retrouve derrière des barreaux. Et j'espérais qu'il se prenne vraiment la peine maximale pour un crime. Mais bon,
Ouais, je crois le maximum c'est 30 ans ou quelque chose comme ça, mais il s'est pas pris 30 ans. J'espérais qu'il se prenne la peine maximale parce que je voulais pas le revoir déjà de sitôt et je voulais qu'il paye un minimum pour ce qu'il avait fait. Parce qu'une vie, bon, ça peut pas se racheter. Et puis il avait quand même ruiné mon enfance. Donc bon, j'espérais que au moins il ait le temps, on va dire, de réfléchir entre guillemets. Mais ce n'est pas tout. La justice va prendre une décision peu commune à l'époque. Ce jour-là, elle retire aussi l'autorité parentale de Christophe Jalaja sur Chloé. Alors moi, ce que j'ai toujours dit à mon avocat, c'est je ne suis pas attachée au quantum de la peine. Parce qu'ils prennent 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle ne reviendra jamais au bout. Donc, ce sera ça entre lui et lui. Par contre, effectivement, moi, je me battais pour le retrait de l'autorité parentale. Pour moi, un parent qui a tué l'autre parent n'est pas un bon parent. Enfin, quand on prive son enfant d'un de ses parents, voire des deux même, puisque de toute façon, quand il est en prison, il prive vraiment des deux, on ne peut pas être un bon parent. Donc j'avais dit, moi je veux absolument me battre sur le retrait de l'autorité parentale, d'autant plus que j'avais la cocotte qui, depuis 2 ans, me demandait de l'adopter. Donc c'était vraiment, moi c'était vraiment ça que j'attendais de ce procès. C'est le moment du récit où je dois vous faire un petit point juridique. Le retrait total de l'autorité parentale, c'est lorsqu'un parent perd toute autorité légale et morale sur son enfant. Concrètement, le parent ne peut plus prendre aucune décision pour son enfant. Il n'en a plus la garde. Officiellement, il devient un inconnu pour son fils ou sa fille. Le juge, par exemple, n'est plus dans l'obligation de donner un droit de visite à ce parent. C'est une peine rarement prononcée dans les cas de féminicide à l'époque de l'affaire Ghislaine Boucher. On est en 2020. À ce moment-là, le retrait de l'autorité parentale n'est prononcé que pour les parents maltraitants ou qui négligent leurs devoirs parentaux. J'espère aussi justement qu'il n'ait plus l'autorité parentale sur moi, puisque comme ça, moi, je me dis que même quand il sortira, il pourra pas me dire quoi faire, ou il pourra pas me forcer à aller les voir, parce que justement, du coup, là, le seul lien qui me unit à lui, on va dire, c'est juste le lien du sang. Je crois qu'il y a plus de lien légal du coup. Chloé a donc perdu sa mère, tuée, et son père, qui est en prison pour des années, n'a plus d'autorité parentale sur elle. Il y a donc 2 options. Soit elle est confiée à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et on sait aujourd'hui que ce sont des allers-retours en foyer, un risque de tomber dans la délinquance ou de vivre des maltraitances. Autre option, elle est adoptée. Pour Sandrine, il n'y a aucune hésitation. Elle va continuer de prendre soin de sa nièce comme elle l'avait promis à sa sœur. Elle adopte donc Chloé officiellement. J'ai jamais douté. Et pour autant, à ce moment-là où je lui fais cette promesse-là, j'en ai pas parlé à mon conjoint, j'en ai pas parlé à mes enfants. Mais pour moi, c'est hors de question qu'elle aille ailleurs que chez moi. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est inenvisageable. Déjà qu'elle aille dans la famille de l'assassin. Et je sais que ma sœur a déjà 3 enfants, donc c'est très difficile. Mon frère n'a pas du tout d'enfants, donc voilà. Et pour moi, c'est inenvisageable qu'elle vienne pas à la maison. Je lui explique je lui avais expliqué déjà depuis un temps, mais je lui explique que je remplacerai sa maman dans tous les gestes du quotidien tant qu'elle aura besoin de moi. Parce que plus petite, elle m'avait demandé si elle pouvait m'appeler maman. Et c'était trop compliqué pour moi. Je lui ai expliqué, elle a compris. Pour moi, même si je vais remplacer Ghislaine, sa maman, c'est Ghislaine. Donc, elle a continué à m'appeler Tata. J'ai dit ma nièce, sauf aux institutions, où je dis que c'est ma fille, légalement c'est ma fille. Mais j'ai du mal à dire que c'est ma fille, c'est ma nièce, mais voilà. Par contre, je lui explique que dans mon cœur, elle a la même place que Lucas, que Guillaume, que mon petit-fils Hayden. Voilà. Elle a exactement la même place. J'étais contente, j'étais heureuse, ça, voilà. Parce que, en fait, mes 2 cousins étaient maintenant mes frères. Et puis, il y a un de mes cousins qui avait eu un fils. Et du coup, maintenant, c'est mon neveu. Et du coup, là, j'étais vraiment hyper contente. Depuis cette nouvelle vie, la famille se reconstruit ensemble. Alors moi, je lui ai toujours promis de ne jamais lui mentir. Par contre, je ne devançais aucune de ses questions. C'est-à-dire que j'attendais qu'elle me pose des questions pour lui répondre. Quand un jour, elle m'a dit « Mon père, il va aller en enfer », je lui ai dit que c'était pas moi qui choisissais. Et je lui ai dit que tant qu'il était vivant, il pourrait se faire pardonner. Par contre, je ne mens pas, et je lui ai dit que moi, je ne peux pas lui pardonner. Mais qu'elle n'a pas ce choix à faire. Elle n'a pas à choisir entre son père et sa mère. Je lui ai toujours dit qu'elle a le droit d'aimer son père et de détester l'acte qu'il a commis. Et que ça lui appartient. Que personne n'a le droit de lui dire non, t'as pas le droit d'aimer ton père parce que c'est un meurtrier. Voilà, c'est son choix. De toute façon, j'ai pas envie de le revoir avant qu'il sorte. Parce que je veux d'abord qu'il fasse toute sa peine. Déjà pour après voir de comment j'ai changé. Parce que du coup, les seuls souvenirs qu'il a de moi, c'est la moi de 7 ans. Avant que ça se passe, tout ça. Genre, ma mentalité, j'ai beaucoup changé. Parce que déjà, il y a l'adolescence. Et puis aussi, il y a le temps, tout, la réflexion. Puis
Et puis aussi, on me dit que je ressemble beaucoup à ma mère. Par contre, je compte aller le voir justement quand il sort, pour lui demander sa version des faits et pourquoi il l'a fait. Genre, je veux avoir sa réflexion à lui. Parce que je sais très bien que il n'allait pas le dire, en fait, sinon. Mais en tout cas, je veux vraiment lui demander de pourquoi, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il aurait très bien pu juste laisser ma mère partir. Mais bon, faut dire qu'il n'était pas trop de cet avis. Et il a fait le pire des choix. Là, en entendant ce témoignage, je suis sûre que désormais, comme moi, vous êtes impressionné par la maturité et la sagesse de Chloé. Des traits de caractère qu'elle doit aussi en partie à sa tante, Sandrine. Sandrine et son courage, sa résilience, sa détermination à ce que les choses changent. C'est ce qui la pousse, en 2019, 1 an avant le procès de Christophe Jalajás, à fonder une association pour accompagner les familles de victimes, l'UNFF, l'Union nationale des familles de féminicides. L'UNFF, elle s'est créée au moment du Grenelle des violences conjugales en 2019, quand on a vu qu'il y avait des annonces qui avaient été faites, mais aucune à destination des familles. On a eu l'impression très désagréable qu'une fois que la dame meurt, tout s'arrête. Or, pour nous, une fois que madame est morte, tout commence, le parcours du combattant, d'autant plus quand il y a des enfants. Et c'est vrai qu'on s'est dit, créons une association pour éviter le désert institutionnel et l'énorme solitude que ressentent les familles de victimes. On milite depuis 2020 pour la création d'un statut de victime pour les familles et plus particulièrement pour les enfants. Et quand je dis enfants, ça inclut également les jeunes majeurs, parce que les enfants mineurs, eux, vont être pris en charge quoi qu'il arrive, soit dans les familles, soit l'aide sociale à l'enfance. Les jeunes majeurs, ils partent le matin à la fac, ils rentrent le soir, c'est sous scellé, ils n'ont plus accès à rien, et ils sont SDF. Donc il faut vraiment un statut pour ces enfants-là. Évidemment, une prise en charge psychologique systématique, gratuite et sur le long terme. Une aide jusqu'à l'autonomie en fait de l'enfant, entre grands guillemets, ou du jeune. Voilà, on milite vraiment pour la création de ce statut. Donc là, aujourd'hui, on a quand même gagné avec la loi de Madame Santiago, le fait que le principe, c'est le retrait. Si on ne retire pas, il faut motiver la décision. C'est déjà un grand pas. La loi de la députée Isabelle Santiago, dont parle Sandrine, c'est une loi promulguée en 2024 pour mieux protéger et aider les enfants victimes ou co-victimes dans les cas de féminicide, de violences intrafamiliales. C'était le combat de Sandrine. Et grâce à elle, cette loi rend désormais automatique le retrait de l'autorité parentale du parent meurtrier. Elle est très présente, Guylaine. Il y a une photo sur l'étagère à côté du couloir avec une bougie. Enfin, elle est très présente. Et puis, souvent, on parle de souvenirs qu'on a ensemble. Et puis, tous ceux qui ont connu Guylaine, quand ils voient Chloé, ils disent « Oh là là, mais c'est le portrait de sa maman ». Mais aussi bien physiquement que dans les mimiques, que dans la façon de parler, elle a pris énormément de sa maman. Donc, la plus grande présence de Guylaine dans notre vie, c'est Chloé. Moi, faut dire, je l'oublie pas, ça c'est sûr, elle a toujours une place dans mon cœur. Mais quand j'étais du coup plus petite, avant d'avoir un suivi psychologique, je faisais souvent des cauchemars. Quand je la revoyais, je me réveillais en plein milieu de la nuit en pleurant. C'était pas facile. Puis on a une photo d'elle dans le couloir, donc à chaque fois qu'on passe, on la voit. Mais sinon, maintenant ça va, j'arrive un peu à me détacher de ça. Du coup, j'arrive à vivre ma vie tranquillement. En 2017, Guylaine Boucher est la 91e femme victime de féminicide, sur 130 cette année-là. C'était Féminicide de Guylaine Boucher, brûlée vive sous les yeux de sa fille. Prise de son, Basile Combe, Arnaud Loupia et Florent Morel. Mixage, Paul Percheron. Production, Camille Bichler, studio de création ici. Pour écouter d'autres épisodes de Crimes et témoignages, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!